Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 24 février 2025, épisode 202. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA ajoute 2 vulnérabilités exploitées à son catalogue. QR code malveillant, identifier et éviter les pièges. Des experts détaillent comment repérer et se prémunir contre les QR codes malveillants, vecteurs de redirection vers des sites fraudulés de compromission des systèmes. Kaspersky, l'Australie renforce ses mesures. Exploit sur Parallel Desktop, un accès root sur macOS. Multiples vulnérabilités dans les produits NetApp, le CERT-FR signale plusieurs vulnérabilités. Trump.20 et la cybersécurité, un article brillant et édifiant de Brian Krebs sur la nouvelle administration américaine. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de celui-ci. La CISA a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées, le KEV, connu sur la base de preuves d'exploitation actives. La CVE 2017-3066, une vulnérabilité de désérialisation dans Adobe ColdFusion, et la CVE 2024-20953, qui concerne la vulnérabilité de désérialisation dans Oracle Agile Product Lifecycle Management, le fameux PLM. Ces vulnérabilités sont des vecteurs d'attaque fréquemment utilisés par les cybercriminels et représentent des risques significatifs pour les infrastructures fédérales, et ainsi que les entreprises. C'est exploité. On ne réfléchit pas, on patch. Un article de CIS Security News nous rappelle que les QR codes, omniprésents dans les usages numériques, sont devenus une cible privilégiée des cybercriminels. Cet article, je l'ai retenu parce que c'est un très bon rappel, une très bonne sensibilisation. Et ce qu'il met en avant, c'est que les attaques les plus courantes consistent à superposer un QR code frauduleux sur un code légitime pour rediriger l'utilisateur vers un site malveillant visant à exfiltrer des données ou à distribuer des charges malveillantes. Pour contrer ces menaces, il est essentiel d'adopter une approche rigoureuse. Analyser physiquement les QR codes pour détecter d'éventuelles altérations, évaluer le contexte de leur diffusion. Les QR codes placés dans des espaces publics ou envoyés par email sans justification claire doivent éveiller les soupçons et vérifier la destination avant toute interaction. C'est un rappel, ça fait toujours du bien. Ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'il parle de l'utilisation de scanners sécurisés intégrant des mécanismes d'analyse d'URL et de réputation, est fortement recommandé pour prévenir les attaques. Il ne donne pas les noms des modèles, ça peut être à voir. Ça sera peut-être la suite, peut-être que ça sera intégré sur nos fameux téléphones portables, donc sur nos mobiles. Intéressant à lire. L'Australie interdit aux agences gouvernementales d'installer ou d'utiliser les produits et services web de Kaspersky Lab sur leur système officiel, invoquant des risques inacceptables en termes de sécurité nationale, d'interférences étrangères, d'espionnage et de sabotage. Les agences doivent retirer les installations existantes d'ici avril, bien que certaines puissent demander une exemption temporaire limitée à des fonctions de sécurité nationale ou de conformité d'après le site The Record. La décision repose sur une analyse des menaces, notamment la collecte étendue de données utilisateurs par Kaspersky et leur exposition potentielle à des directives extrajudiciaires d'un gouvernement étranger, en contradiction avec la législation australienne. Cette mesure s'inscrit dans une tendance observée parmi les membres des Five Eyes, aux côtés des restrictions mises en place par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, par exemple, et ça intervient dans un contexte géopolitique tendu sans qu'une évaluation technique détaillée des produits n'ait été réalisée. Kaspersky a exprimé son désaccord en soulignant l'absence de processus d'engagement préalable, tout en affirmant sa volonté de collaborer avec les autorités australiennes pour répondre aux interrogations sur la sécurité de ces solutions. C'est du déjà vu, les États-Unis l'ont fait, ça a été violent, ça va continuer. Deux exploits pour une élévation de privilèges dans Parallel Desktop permettent d'obtenir des accès root sur macOS. La vulnérabilité, identifiée sous la CVE 2024-34331, découle d'un défaut de vérification de la signature du code dans l'outil Create Install Media, découverte initialement en mai 2024. On est quand même en fin février 2025. Le chercheur, Mike Jean, a rendu public 2 vecteurs d'attaque après avoir constaté que le correctif appliqué par Parallels en septembre n'était pas complet. La faille restait non corrigée pendant plus de 7 mois. Il faut savoir que Parallels vous permet de faire tourner des machines virtuelles sur votre Mac. Vous pouvez avoir du Windows, du Linux, etc. Le premier exploit exploite une condition de course qu'on appelle un tuk-tuk. Après la vérification de la signature Apple, un binaire légitime est remplacé rapidement par un script malveillant pour obtenir des privilèges root.
Le second exploit cible la fonction Do Repack Manuel, vulnérable à des écrasements arbitraires de fichiers appartenant à root par le biais de liens symboliques permettant la substitution de P7Z-Tools, bien que Parallels ait tenté de modifier le processus de repackaging dans la version 19.4.1 pour contrer le premier vecteur. Ces changements ont été annulés dans la version 20.2.1, ça c'est ce qu'on appelle les régressions qui sont faites sur des patchs à l'arrache des versions précédentes, réintroduisant la vulnérabilité. Toutes les versions de Parallels Desktop connues, y compris la plus récente, restent vulnérables, au moins sur l'un des deux exploits. Donc dès que le patch est disponible, on ne réfléchit pas, on applique le patch, à surveiller, surtout si vous utilisez du Parallels Desktop. Le CertFR remonte de multiples vulnérabilités qui ont été identifiées dans divers produits NetApp, notamment sur les HCI Compute Note dans le Bootstrap OS antérieur à la version 12.8, sur les OwnTap Tools for VMware vSphere antérieur à la version 10.3, ainsi que sur SolidFire et HCI Management and Storage Node en version antérieure à la 12.8. Ces failles permettent d'engendrer un déni de service à distance, de compromettre l'intégrité et la confidentialité des données. La problématique est documentée dans plusieurs bulletins de sécurité de NetApp, publiés entre janvier 2021 et avril 2024, et concerne une large gamme de références au niveau des CVE. Ça va de la CVE 2020 16593 à la CVE 2025 662. Tous les correctifs sont détaillés dans la documentation officielle de l'éditeur. Le bulletin du CERT a un avantage énorme, il a tout regroupé. Donc si vous utilisez des produits NetApp, consultez, patchez s'il le faut. C'est assez complet. Brian Krebs revient sur le premier mois de la présidence Trump sur son impact dans le domaine de la cybersécurité. L'administration Trump a initié une réduction massive des effectifs et un gel de certains fonds fédéraux, perturbant les programmes de cybersécurité et de protection des consommateurs. Parallèlement, Elon Musk et son Department of Government Efficiency, le fameux DOGE, ont accédé à des bases de données sensibles de plusieurs agences fédérales soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des systèmes informatiques gouvernementaux. La CISA a vu le licenciement de 130 employés dont certains dédiés à la sécurisation des élections. Plusieurs agences, dont l'IRS et l'administration de la sécurité sociale, sont touchées par ces intrusions. Des experts signalent l'érosion des protocoles de contrôle et de sécurité au niveau de ces agences. Des remaniements ont été effectués sur des agences clés, notamment la CFPB, dont les activités ont été suspendues sous la direction de Russell Vought, favorable à son abolition. En outre, Trump a suspendu l'application du Foreign Corrupt Practices Act. Là, c'est plus chaud. Là, on se rend compte que ça touche pas que la cybersécurité. Ils sont quand même en train de faire leurs courses, les garçons. Et dissout des unités de lutte contre la corruption. C'est incroyable. Parce que les unités de lutte contre la corruption, ça évite effectivement la corruption, mais il y a aussi des amendes, il y a des pénalités. Ça rapporte de l'argent quelque part. Et enfin, un décret controversé octroie au président et au procureur général le pouvoir exclusif d'interpréter les lois pour l'exécutif. C'est extraordinaire. Suscitant des contestations juridiques. Parallèlement, Trump adopte une posture plus conciliante envers la Russie, ce qui inquiète quant aux conséquences pour la coopération internationale en cybersécurité. L'article est passionnant, il est factuel, il ne prend pas parti, il ne dit pas que c'est bien, c'est pas bien, etc. Il va juste mettre en avant tous les éléments, c'est un vrai travail de journaliste, il y a un impact sur la cybersécurité, c'est un petit peu le risque qu'on voit depuis l'arrivée de cette nouvelle administration. Est-ce que la CISA va continuer à diffuser de l'information aussi ouverte qu'elle le fait aujourd'hui? Est-ce que ça va être restreint à certains cercles? C'est effrayant, c'est passionnant, mais un super article. Si c'est un article d'ailleurs de toute la revue de presse, lisez celui-ci. C'est en anglais, mais c'est pas mal. C'est le bon niveau. Et voilà, cet article de Radio Cesseur du lundi 24 février 2025 touche à sa fin. Il est 19h15. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans de prochaines émissions, ne soyez pas timide. Petit message personnel pour Frédéric. J'ai bien reçu ton deuxième message. Je te confirme ton identité. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou laissez-moi un message sur la boîte email à radiocesseur@gmail.com. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'il y a une newsletter qui sort à partir de samedi. Si vous voulez vous inscrire, c'est dans la description de l'épisode. Cliquez. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.